Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Rachel Arditi. Bonsoir Rachel. Bonsoir Nathalie. Alors ce soir je vous reçois pour votre premier roman, J'ai tout dans ma tête, qui est paru le 11 janvier dernier chez Flammarion. Je vais vous montrer tout de suite la couverture qui est sublime aussi. Hop, vous allez la voir tout de suite. On peut dire que c'est vous sur la couverture. Il y a un petit Absolument. air de famille. Et puis Pardon, même, pour ceux qui... pardon, j'ai pas entendu, vous m'avez dit quoi? Il y a un petit air de famille quand même. Ah oui. On voit que c'est vous. Arrête. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler à nos amis participants, lecteurs qui nous regardent, qui peuvent poser des questions à Rachel par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou en commentaire directement sur Facebook. Et Frédéric viendra vous les poser à la fin de notre entretien. Alors, un premier roman. Alors, pour remettre dans le contexte, vous êtes comédienne. Certains peut-être vous auront reconnu. Là, vous vous lancez dans l'écriture. Est-ce que vous pouvez me pitcher en 1 minute, mais pas plus? C'est pas une phrase, hein, c'est 1 minute, parce qu'une phrase c'est important, je sais, vous l'avez écrit. La thématique ou l'histoire de votre roman? Alors, le roman raconte l'histoire d'une jeune femme, c'est la narratrice du livre, qui se trouve à un moment, qui est donc comédienne et qui se trouve à un moment un peu de perdition dans son métier, où son désir s'est un petit peu émoussé. Et au fond, ce qu'elle attend, c'est le rôle de sa vie, quoi. Elle aimerait rencontrer le rôle de sa vie. Et puis, parallèlement, elle est la fille d'un homme qui est peintre, qui est très âgé, qui vit dans une maison de retraite et qui est en train de, petit à petit, perdre le contact avec la réalité parce qu'il est atteint d'Alzheimer. Et cette comédienne reçoit un jour un appel de sa grande amie metteuse en scène, Victoire, qui lui propose d'adapter pour la scène le roman Eugène Onégine. Et tout à coup, elle se dit, OK, je vais le faire parce qu'au fond, ce que je veux, c'est jouer le rôle de Tatiana et je vais convaincre Victoire de le faire. Parfait. Voilà. On n'aurait pas mieux fait, c'est parfait. Comme ça, on n'en dit pas trop, parce qu'il faut vraiment... Alors, un premier roman, ça fait quoi de voir son livre sur les tables de librairie? Vous êtes allé le jour de la sortie en librairie voir? Alors, j'étais dans une librairie parce que j'ai fait un lancement dans une librairie. Donc, j'en ai vu beaucoup et c'était très émoustillant. Non, je le vois beaucoup en librairie et c'est extrêmement émouvant de voir ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous lancer dans l'écriture d'un premier roman? C'est quoi le point de bascule, l'élément déclencheur? Euh, Il y a des choses que j'évoque pour le compte de ma narratrice dans le livre, qui est que... Alors d'abord, moi, j'ai fait des études de lettres quand même, donc il y a longtemps, mais j'ai toujours eu un goût en fait pour les textes et voilà, c'est pas du tout étranger, ça ne m'est pas du tout étranger. Mais je pense qu'il y a eu un moment aussi dans mon parcours, il y a eu une sorte de... je sentais quelque chose qui n'était pas assez grand pour moi. Pas tellement en termes de rôle, parce que j'ai été sur des beaux projets, j'ai eu des très beaux rôles au théâtre notamment. Euh, mais c'est au-delà, en fait, je pense que ce que je sentais sans nécessairement me le dire, parce que tant que je ne l'avais pas éprouvé à travers l'écriture, je n'aurais pas été capable de dire ça. Mais je pense que c'était insuffisant pour moi d'être actrice, c'est-à-dire seulement au service du projet d'un autre. Moi, j'avais besoin, en fait, de prendre la place, de prendre la parole. Voilà. Et donc, ça s'est presque imposé à moi à un moment donné où mon métier ne me permettait pas de prendre cette place comme je le voulais, de prendre la parole, quoi. Et puis, par ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler et d'écrire sur mon père, qui est une personne que j'ai adorée, qui est morte, il est mort il y a une dizaine d'années. euh, et qui était extrêmement inspirant et surtout qui était vraiment un personnage très théâtral. Donc, il y avait quelque chose tout à fait à faire. Enfin, je dis à un moment donné, la narratrice dit, mon père ne parle pas, il écrit tout haut. Et il y avait quelque chose, il y a toujours eu quelque chose comme ça.
moi qui suis actrice et qui suis la fille de mon père, je peux dire que le vrai acteur, c'était lui, quoi. Ouais, ça se sent dans le livre parce que bon, y a quand même une grosse part d'autobiographie, j'ai envie de dire, un peu, il y a beaucoup de vous dans la narratrice. D'ailleurs, vous l'écrivez très bien que le narrateur, au fond, finalement, est-ce que c'est pas lui le vrai héros? Ça, vous l'écrivez mieux que ce que je viens de dire, mais est-ce qu'au fond, c'est pas ça un petit peu aussi? Bah, si, bien sûr, c'était tout à fait c'était, au fond, c'était cette place-là qui m'intéressait, c'était la place de celle qui regarde et qui raconte. Et quand Victoire lui dit, enfin bon, je ne sais pas s'il faut trop déflorer. Vous qui choisissez, c'est vous qui l'avez écrit, vous Ouais, êtes maître de dire ce qu'il faut dire ou ne pas dire. C'est pas moi qui vais vous dire stop, il ne faut ouais. pas dire. Eh ben, Victoire lui dit quelque chose un petit peu comme ça à un moment donné dans le livre. Elle lui dit mais tu es la narratrice de cette histoire, de cette adaptation. C'est toi qui l'as écrite, c'est toi qui peux raconter cette histoire. Voilà. Et c'est au fond ce que moi, Rachel, j'ai fait avec une partie de mon histoire. Bon, alors évidemment, cette histoire avec Victoire est totalement inventée, c'est véritablement une fiction. J'avais besoin de pouvoir accrocher le personnage de mon père à quelque chose qui soit pas la réalité, qui aurait été trop plate presque. Finalement, on a envie que ce soit plus grand et c'est ce que permet la fiction. Donc, je l'ai accroché, je l'ai introduit dans une fiction. Mais bien sûr qu'il y a énormément et plus encore d'éléments de moi. C'est vraiment d'inspiration autobiographique, quoi. Et Alors, si ce n'est pas la réalité que je décris, en tout cas, j'essaie d'en exprimer des vérités. moi, je trouve que vous avez écrit une très belle tragicomédie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est à tiroir parce qu'il y a plein de thématiques. Donc, il y a forcément cette relation père-fille qui est assez intéressante. Il y a la littérature qui est présente puisqu'il y a l'adaptation donc de Eugène Onegin de Pouchkine, qui n'est pas évidente, mais il y a une retranscription, il y a un retravail qui est phénoménal, hein, quand même, on va le dire. Il y a une voix, vous avez une vraie voix. Et surtout, il y a tout ce qui est la vieillesse, la maladie, puisqu'il est question de la maladie d'Alzheimer. Il y a tout ça. Quelque part, un peu les aidants, j'ai envie de dire, puisque quelque part, cette fille qui va voir son père, finalement, elle est aussi un peu une aidante. Il y a l'amitié avec Victoire, même si c'est la partie fictionnelle, il y a quand même une lettre de rupture, on va dire ça comme ça, amicale, sans rien dévoiler, qui est fabuleuse et qui nous ramène, nous, lecteurs, on a tous vécu ça. On a eu des chagrins d'amitié. Des fois, c'est beaucoup plus fort que les chagrins d'amour. Donc, Et je voilà. crois que c'est beaucoup plus fort parce qu'on s'y attend pas du tout. Je crois qu'un chagrin d'amitié et c'est ce qu'à un moment donné, la narratrice dit, je ne savais pas on pouvait parler d'amour quand il s'agissait d'amitié. C'est de l'amour, et sauf que c'est les deux, en fait. Enfin, je veux dire, c'est un amour peut-être encore plus grand, quoi. Enfin, parce qu'il est plus insaisissable, il prend plus de place, ouais, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est très douloureux, des chagrins d'amitié, presque encore plus que des chagrins amoureux qui sont prévisibles, qui doivent arriver dans la vie. Et alors tout ça, ça constitue la vie de la narratrice, puisque voilà, elle est à un point de sa vie, un point de bascule aussi, comme son père. Lui, il est en train de basculer vers la fin, et elle est à un point crucial de sa vie, et tout ça s'entremêle. Et il y a beaucoup de réflexions, j'ai envie de dire, philosophiques aussi dans votre roman. Donc moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai une question un peu technique. Je sais que vous avez lu des livres pour des livres audio. Donc, vous avez incarné aussi des personnages. Vous êtes comédienne, vous incarnez des personnages. Est-ce que là, ça a été compliqué d'incarner vos personnages que vous avez créés? C'est-à-dire Victoire. Bon, votre père, c'est plus facile peut-être, j'imagine, mais c'est quoi la différence? Euh, non, enfin, d'abord, pour le personnage de Victoire, j'avais une source d'inspiration assez concrète. Et puis, en fait, je sais pas, rapidement, ils se mettent à exister vraiment, enfin, et à même parler, enfin, dans notre tête, tout à coup, ils existent, ils sont très incarnés, quoi. Ils sont, et tout est comme ça, d'ailleurs, c'est assez troublant. Par exemple, le café où elles se rejoignent régulièrement, qui est un café du 11e arrondissement à Paris,
il n'existe pas, je l'ai totalement inventé. En revanche, je peux vraiment vous dessiner les plans d'aménage, l'agencement des meubles, les banquettes en sky bordeaux, les globes en opaline, tout ça, je le vois, le café, l'appartement de la narratrice, qui est un appartement inconnu de moi, puisque je n'y ai jamais vécu. Je sais où il est situé, dans quelle rue, sur quelle autre rue il donne. Enfin, la vue, je vois tout. Et je vois comment sont agencées les pièces, comment il est meublé. Tout ça, en fait, finit par exister vraiment. D'ailleurs, c'est assez troublant. Euh, c'est curieux, ça pose la question de qu'est-ce qui est la réalité, le réalisme dans une fiction. En fait, quand il s'agit d'une fiction, finalement, c'est très bizarre de parler de réalité, mais quand même, il y en a une. Et c'est aussi en partie ce que raconte le livre, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui se passe en l'occurrence dans la tête du père ou dans celle de la fille, c'est aussi la réalité. La réalité, c'est ça aussi. C'est aussi nos rêves. C'est aussi tout ce qu'on imagine, qui n'a pas moins de valeur. Donc, aucune complication pour vous d'incarner ces personnages. Finalement, d'incarner, vous voulez dire à l'écriture, hein? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Enfin, si, ça a pu parfois, parfois ça a accroché. Je trouvais qu'un dialogue sonnait faux ou des choses comme ça, mais très rapidement ils se sont mis à exister. Vos dialogues sont très bons, hein. C'est pas pour, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont très fluides, très bons, ils sont très naturels. On a l'impression que vous nous retranscriptiez un enregistrement. C'est exactement ça. Et on a l'impression d'y être et nous d'être spectateurs. Notamment, il y a une scène qui se passe au restaurant avec votre père où il pète un plomb, on va dire ça comme ça, à cause de la salade qui ne supporte pas la salade qui décore les assiettes. Et ça, j'ai trouvé ça mais d'un drôle. Alors Voilà. justement, j'ai une question aussi sur le rire. Ce sont des émotions fortes. Est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça a été compliqué pour vous de les faire passer, de l'utiliser des mots justement pour générer ces émotions, ce rire? Euh, Alors, pour tout ce qui concerne le père, quand même, j'ai vraiment des souvenirs. Ça, notamment, cette scène de la salade décorative, elle était systématique, hein. Dans tous les restaurants où je suis allée, il y avait la scène de la salade décorative. Donc, en fait, ça, c'était pas très difficile à retranscrire. Et c'est une scène que j'ai vécue toute mon enfance, toute mon adolescence, toutes les jeunes années de l'âge adulte, enfin, toutes les premières années de l'âge adulte. Donc, non, je pense que d'avoir eu le père que j'ai eu comme père, qui était cette espèce de personnage sautillant, tonitruant, en verve, enfin, qui ne parlait pas mais écrivait tout haut, il avait quelque chose comme ça qui était explosif, proche de Funès, enfin, il est tout à fait proche de Funès, notamment quand il se mettait en colère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous, parce que je suis pas seule en réalité, pas dans le livre, mais dans la vraie vie. J'ai des frères et sœurs, on est un certain nombre à être devenus acteurs. Je pense qu'on est devenus acteurs aussi parce qu'au fond, ce qu'on a tous voulu faire, c'est imiter mon père. Donc, ça nous amusait beaucoup. Donc, je pense qu'on a hérité de cette espèce de rythme dans la langue, de rythme de rythmique, enfin, dans les échanges. Voilà. Et puis après, je pense que le fait que je sois en permanence en train de travailler des textes, et parfois, même assez souvent, des textes drôles, des textes où il peut y avoir des choses, en tout cas drôles dans les dialogues, puisque je suis comédienne et beaucoup au théâtre, et ben ça aide énormément. Il y a quelque chose. C'est un très beau portrait de votre père. Il est extra parce qu'effectivement, lui, il pense qu'une chose, c'est de s'évader de sa maison, donc de sa maison de retraite, qui est la maison des artistes. Et il échafaude des plans, mais alors, vous, c'est normal, vous, ça vous fait rire, parce qu'il vous a fait rire. Mais c'était pas évident que ça marche par l'écrit sur des lecteurs. Or là, mais on se dit, et sous ce fond d'humour, il y a quand même des choses importantes et graves et tristes que vous nous décrivez. Mais c'est toujours très lumineux. C'était important pour vous que ça reste lumineux? Complètement. Mais ça l'était parce que d'abord,
pour l'avoir vécu. Moi, quand j'ai appris qu'il avait Alzheimer, je suis un peu tombée en dépression. Je pense que j'étais extrêmement triste parce que j'ai compris qu'il allait disparaître devant moi en étant vivant, que j'allais perdre le contact avec lui, ce qui n'a pas été le cas en réalité, parce qu'à aucun moment dans sa vie, le lien qui nous unissait, qui était très fort et extrêmement tendre, ne s'est altéré. Jamais, jamais. On a toujours eu la même complicité, même si ça a pu arriver que mon prénom lui échappe. C'est arrivé. Pour autant, je vois bien qu'il me reconnaissait. Quelque chose ne s'était absolument pas abîmé à cet endroit. Donc, j'ai rapidement été détrompée, mais j'ai quand même été extrêmement triste parce que voilà, c'était mon père, que je l'aimais énormément. Mais en même temps, très vite aussi, ce que j'ai pu constater, c'est que l'Alzheimer qu'il avait atteint était un Alzheimer joyeux. C'est-à-dire que lui s'en sortait hyper bien. Tous ses rêves étaient devenus sa réalité. Donc, c'était très joyeux. Ouais, on a passé des moments très, très drôles, quoi, très, très joyeux. Et puis moi, j'ai toujours préféré prendre voilà, de me mettre du côté où c'était amusant. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que enfin, c'est une question de où on porte le regard et comment on le pose sur les choses. Mais il me semble que c'est quand même souvent possible de le poser du côté où ça reste gai, enfin, du côté de la vie, voilà. Alors, vous l'avez écrit noir sur blanc. On ne dit jamais à une comédienne qu'elle est juste. Mais là, j'ai envie de dire, là, je m'adresse pas à la comédienne, mais à l'écrivaine. C'est quand même d'une justesse incroyable, votre premier roman. On n'a pas l'impression que c'est un premier roman. On a l'impression que vous avez déjà écrit avant, mais peut-être que ça, c'est votre côté littéraire, femme de lettres. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment d'une justesse incroyable. Alors, pour un peu plus de légèreté, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que ça vous fait penser à quelque... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ah, c'est Mouchou. Voilà. Des références, il y a des petites références. Alors nous, on n'est pas très loin en génération. Il y a des petites références dans votre roman. Alors, Mais pourquoi? Je me suis posé la question. Mais Pouchkine est important dans votre parcours littéraire ou vous l'avez pris parce que c'était un truc compliqué, un truc archi dur parce que c'est en vers en plus. Hein, c'est un ouais, roman. c'est en vers. Mais alors, pour tout dire, bon, je pense que c'était aussi le fait que c'était mon premier roman. J'avais besoin, je crois, de rester très proche de choses autobiographiques. Et pour tout dire, j'ai fait l'adaptation d'un roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle Songe à la douceur, qui est un roman absolument splendide en vers libre, qui est lui-même une très libre adaptation d'Eugène Onégine. Voilà, c'est un roman magnifique qui est publié en jeune adulte, enfin, vous voyez, mais en fait, c'est un roman absolument pour tout le monde. Et moi, j'en ai fait l'adaptation pour la scène, avec une amie à moi qui est metteuse en scène. Et on l'a joué, on en a fait un spectacle musical. Je crois que c'est un très beau spectacle qu'on a créé. Et voilà, et c'est vrai que en travaillant sur le roman de Clémentine, j'ai évidemment lu le roman de Pouchkine. J'avais déjà lu le roman de Pouchkine. Et c'était hyper intéressant pour moi de voir quelles étaient les différences, où est-ce qu'elle s'était éloignée, qu'est-ce qu'elle avait, à quel endroit elle le rejoignait presque littéralement, et où elle s'était emparée, enfin, où est-ce oui, elle avait posé son regard de Clémentine Beauvais au 22e siècle, comme dirait mon père, au 21e siècle. Sur tous ces personnages. Ce serait qui, en fait, aujourd'hui? Ça, c'est la question, finalement, qu'on doit se poser quand on adapte une œuvre ancienne, enfin une œuvre classique pour le théâtre aujourd'hui. La question qu'on doit se poser, moi je pense, hein, je crois qu'on doit se poser la question de qui seraient ces personnes aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il faut bien que ça résonne. Le théâtre, c'est ça aussi, c'est une sorte de miroir, de caisse de résonance du monde. Et il faut qu'on puisse trouver les points de résonance. Voilà, donc pourquoi Pouchkine? En réalité, parce que Clémentine Beauvais. Mais cela dit, pour mon livre, je ne suis pas repartie du livre de Clémentine, je suis repartie de Pouchkine que j'ai lu 4 ou 5 fois, que j'ai cherché toutes les références, je me suis posé moi-même des
des tas de questions et voilà. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient le lire, il est disponible en Babel. Voilà, donc Voilà. vous pouvez l'acheter ou aller le chercher en Dans la très belle Ouais. traduction d'André Markovitch. Ouais. Alors, dans ce roman, il y a deux. Il y a le portrait, la narratrice et son père, mais il y a aussi donc, la relation avec Victoire, puis cette pièce de théâtre d'adaptation. Et vous avez intercalé des interviews de France Culture, les grilles d'été de France Culture. Ça vous a amusé de faire ça? Parce que c'est vraiment. Alors, c'est super bien réussi. Alors, on ne sait pas quel est le vrai du faux, ou le. Voilà, mais c'est génialissime, ça. Euh, C'est vous qui avez eu cette idée de faire ça comme ça? ouais. Et c'est une idée qui est venue relativement tard. Euh, en fait, ce qui me manquait dans une première version du roman, c'était quelque chose, c'était une dimension de la narratrice. Il y avait beaucoup sur le père, on comprenait très bien qui il était et on voyait bien comment elle se positionnait vis-à-vis de lui et qu'est-ce qu'il pouvait dans leur relation et dans des choses qu'il dit parfois. Euh, qu'est-ce qui pouvait entrer en résonance pour elle et comment ça la nourrissait. Mais pas assez pour moi, si bien que dans une première version, elle était plus plate. C'était un personnage un peu plus plat et il lui fallait une autre dimension qui, finalement, cette dimension plus fictionnelle, où elle tout à coup, elle Oui, prend ses aises, quoi. Voilà, où tout à coup, eh ben, elle devient cette grande littérateuse, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais c'est cette adaptatrice hyper à l'aise qui joue avec les références. Et ça m'amusait énormément. Finalement, je voulais, il fallait absolument que cette narratrice, elle ait, parce que c'est ce que je voulais raconter aussi, qu'elle ait le même feu artistique que son père. Ce qu'elle n'avait pas suffisamment pour moi dans une première version, enfin en tout cas sans ces passages de l'interview, il manquait quelque chose. mais ça Et apporte beaucoup, hein. Ça apporte beaucoup au roman. Et surtout, c'est vrai qu'elle s'y voit. Tatiana, c'est elle, hein. On a l'impression que là, elle se lâche complètement. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'au début, elle est un peu discrète. On a l'impression qu'elle est prise sous la coupe de son père, qu'elle est toute complètement éteinte. Et là, dès qu'on est sur grille France Culture, allez hop, là, ça s'enflamme. C'est voilà, quand même. ben, c'était un petit peu c'était le but. Je voulais que tout à coup, on accède à son propre égocentrisme d'une certaine manière. Enfin, voilà. Et puis, par ailleurs, ça me permettait, moi, de raconter des tas de choses qui, qui dans le corps... Alors, d'abord, il y avait deux choses. Il y avait aussi que à partir du moment où je lâchais dans un des premiers chapitres, je vais faire l'adaptation de Jane Onegin, bah, à un moment donné, nous les Français, on ne connaît pas spécialement Pouchkine, on ne connaît pas du tout Jane Onegin. Enfin, il fallait quand même en dire 3 mots, quoi. Et puis, pourquoi tout à coup elle voulait absolument jouer le rôle de Tatiana? Il fallait que ça existe aussi beaucoup plus. Et d'un autre côté, je ne me voyais pas, ça ne m'intéressait pas de mettre ma narratrice au travail de cette adaptation d'une manière un peu linéaire comme ça dans la chronologie. Je trouvais que ce n'était pas très intéressant. Je voulais que finalement cette adaptation aussi puisse atteindre un deuxième niveau de compréhension qui est une adaptation plus, comment dire, symbolique, c'est-à-dire elle devient autre chose en fait aussi, cette narratrice, elle grandit, elle se grandit, elle grandit, elle s'adapte aussi d'une certaine manière. Et ça, ces passages de France Culture, ça me permettait de développer tout cet aspect-là de mon personnage que par ailleurs je n'avais pas dans les scènes, notamment avec Victoire, je l'avais peu. Donc voilà. Ça vous permet aussi de parler de ce métier de comédienne et Absolument. des passages où vous dites que finalement une comédienne c'est malheureux, quoi. Ça doit rester une coquille vide. Et des choses terribles, hein, que vous dites. Donc je me suis dit tiens, c'est aussi le moyen de pouvoir être de l'autre côté et de faire passer des messages. Finalement la vie de comédienne c'est pas Tout à si fait. grosse que ça. Donc ça c'est C'était aussi, c'était évidemment, en fait, c'est des passages qui sont extrêmement, qui ont été très, très jouissifs pour moi à écrire. J'ai dû me réfréner d'ailleurs parce que fallait pas non plus que ça,
prennent toute la place, parce que bon, il ne faut pas s'égarer, mais j'en ai beaucoup. Je pourrais presque écrire un livre entier qui serait une fausse interview, quoi, comme ça. Mais oui, ça me permettait de dire des tas de choses qui auraient été plus théoriques dans d'autres passages du roman. Là-dedans, ça prend son sens et ça reste romanesque parce que c'est une scène. Ce sont des scènes quand même, ces interviews, on les voit. Revenir sans dévoiler donc sur la dispute entre Victoire et la narratrice. À un moment donné, il y a une explication quand même, parce que bon, voilà, on va pas tout dire. Mais il y a une phrase terrible. Elle lui dit, il voulait un nom. Donc les investisseurs, hein, de ceux qui vont payer pour l'adaptation de la pièce, il voulait un nom, tu n'en as pas. Est-ce que là, c'était aussi une façon de traiter tout ce qui est l'identité, la transmission du nom peut-être que je vais loin, peut-être que j'interprète. Alors, c'est terrible cette phrase, de dire à une comédienne, mais il voulait un nom, tu n'en as pas, donc en fait, tu n'es rien. Non, là, j'avais plutôt envie de parler de cet aspect, effectivement, mais plus globalement du monde. Alors moi, je parle de ce que je connais, je ne veux pas parler en général, mais ce que je connais quand même, c'est ça. Il y a une sorte de marchandisation générale du monde et on le sent, nous, quand on est acteur, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si on n'a pas une certaine notoriété, on vaut moins qu'un autre, alors que notre travail n'est pas forcément ni moins bon, ni moins investi qu'un autre. Voilà. Donc, c'était ça, évidemment, que je voulais non seulement enfin, dénoncer, c'est même pas mon roman n'est pas un roman à thèse, hein, Non, ça c'est sûr, je le mais en confirme. tout cas, mettre en scène, oui, mettre en scène concrètement, quoi, à travers des scènes, montrer comment ça fonctionne, ça aussi. Et en miroir, on a aussi ce père qui a été peintre toute sa vie, qui toute sa vie et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il a des rêves plus grands que lui. Il dit, je pourrais devenir décorateur de cinéma, ça me plairait vachement. Il a 97 ans quand il dit ça, et c'est vrai, hein. C'est tout à fait vrai, et il s'y voyait. Bon, il a fait beaucoup de théâtre, il avait fait beaucoup de décors de théâtre dans la vraie vie, mais voilà, il se voit encore. Et bon, évidemment, il imagine vendre très cher sa peinture à des tas de gens, et ça devient la réalité pour lui, donc très bien. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné, quand on est artiste, qu'on engage une foi gigantesque dans son travail et que ce travail ne se vend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on continue? C'est ça aussi que je voulais mettre à l'œuvre. Et au fond, moi, ce que je crois, c'est pour ça qu'une partie du livre fait à ce point appel au fantasme, au rêve, c'est que je crois que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, la part nos rêves, nos vies rêvées, et on en a tous, je crois que j'imagine vous en avez, enfin tout le monde, il y a une part de nous qui rêve sans arrêt et qui rêve d'une vie meilleure peut-être, je ne sais pas, c'est en permanence, même on a un petit scénario qui se déroule, qui est plus... Mais c'est ça, ça s'arrête jamais, et ça nous fait tenir, au fond, c'est l'espoir, quoi, que quelque chose se passe. C'est ça un peu l'expression peindre dans sa tête que vous expliquez. Votre père, il peint dans sa tête, il imagine, c'est un peu ça. C'est complètement ça d'ailleurs. Moi, j'ai remarqué que l'exergue, c'est Jules Verne, de la Terre à la Lune. Il est question de lune aussi dans le roman. Quel est le rapport que vous avez avec la Lune, vous? Mon père. Non, avec la Lune à proprement parler, pas trop de rapport. Je la connais pas bien. En revanche, avec ma vie intérieure et mes rêves, j'ai un rapport quotidien et assidu.
Je voudrais revenir aussi sur une phrase que vous avez mis dans votre livre, où vous dites écrire, c'est se regarder vivre dans le dos. Est-ce qu'on peut... C'est regarder vivre De de dos. dos, non, de dos, pas dans le dos, de dos, ouais. Vivre de dos. Ouais, ben, ça s'est formulé un peu malgré moi, ça, mais c'est ce que, c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis mise à écrire ce livre et petit à petit, au fil de sa rédaction, je me suis rendu compte que euh, les choses, finalement, elles m'avaient imprimé toujours, enfin, les événements c'était imprimé et finalement, j'étais écrite et je n'avais plus qu'à me lire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y avait une chose un peu comme ça. Et, et, euh, et au fond, je pense qu'on se met à écrire une fois qu'enfin, on peut se regarder de dos et se voir comme un personnage. Voilà, c'était un peu l'idée. Je pense que moi, il y a quelque chose comme ça qui s'est produit. Enfin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Euh, il y avait l'idée que c'était aussi c'est pour ça qu'il y a toute cette idée de la narratrice, etc. Quand est-ce qu'on devient le regard et non plus l'objet du regard des autres? Quand est-ce qu'on devient narrateur? C'est quand on peut se voir vivre de dos. Et en fait, écrire, c'est ça. Pour moi, ça a été ça. C'est tout à coup, en fait, je me suis vue dans mon existence évoluer et j'ai eu envie d'en être la narratrice, quoi. Est-ce que ce livre, il est là parce que votre papa n'est plus là, ou est-ce qu'il aurait pu être écrit de son vivant? Qu'est-ce qu'il en aurait pensé s'il avait pu le lire? Tiens, est-ce qu'il aurait rigolé? Est-ce qu'il aurait dit j'exagère, je suis pas comme ça? Est-ce que ça l'aurait fait marrer? Je pense qu'il aurait beaucoup aimé. Moi, enfin, je pense qu'il aurait. Il y a une sorte d'atavisme dans notre famille, de la tendre moquerie les uns vis-à-vis des autres. Il y a un truc comme ça, c'est presque une manière de communiquer entre nous, de se moquer gentiment les uns des autres et de s'imiter, euh, donc, il aurait sans doute, il se serait reconnu et je pense qu'il aurait été très fier et très, très content, ouais, je pense. Bah, c'est quand même plutôt un portrait. C'est un portrait en tout cas qui à la fois qui est tendre et qui est plein d'amour et puis de respect. Moi, ce que je raconte aussi, c'est finalement que ce que j'ai hérité de lui, c'est cette capacité là à continuer à rêver toujours et jamais finalement baisser la garde, quoi. Vos frères et sœurs l'ont lu ou pas? Oui, ils l'ont lu, j'imagine. Ils ont pensé Pas tous, quoi? pas encore tous, Ah, pas encore tous. ça fait peur, la Euh, lecture. un petit peu après, bon, je les ai pas mêlés à mon Ouais. histoire. C'était pas mon sujet finalement. Le sujet, c'était pas la famille, c'était plutôt le lien moi que j'avais à mon père. Et puis la création. Enfin voilà, à partir de quel moment on devient et pour quelle raison on se met à écrire en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour la narratrice. Qu'est-ce qui anime en fait au départ, qu'est-ce qui préside à la création, c'était plus ça mon sujet. Donc il n'y avait pas tellement de raisons que je parle de mes frères et sœurs. Peut-être que ce sera le cas dans un autre, et là j'aurais vraiment très peur qu'ils me lisent. Et pourquoi pas, pourquoi vous n'avez pas utilisé la première personne, justement? Pourquoi vous avez pris une narratrice? C'était trop compliqué ou c'était... Elle est à la première personne. Oui, elle est la première personne, mais Ah oui. pourquoi Ah, avoir pris... ah oui. Pourquoi je parle pas en mon nom, vous voulez dire? Voilà, Bah, voilà. parce qu'il me fallait vraiment un petit filtre fictionnel. Et j'avais besoin de ça. Et en plus, cette narratrice, elle est moi sans être moi tout à fait. Il y a des choses, je suis pas non plus, j'ai vraiment poussé des traits. Je suis pas, d'abord, moi, j'ai pas la même vie qu'elle du tout. Au même âge, j'avais déjà 2 enfants. Donc, non, non, mais je veux dire, je suis pas tout à fait. Il y a beaucoup de moi dans ce personnage. Euh,
c'est pas, voilà, je suis pas, c'est pas tout à fait moi, c'est pas que moi, quoi. Elle vous a poussé dans vos retranchements, justement, cette narratrice? Oui, je pense elle m'a fait, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce qu'elle vous a appris des choses sur vous que vous saviez, mais que vous n'aviez pas envie de tirer le fil, par exemple, ou voilà, est-ce qu'elle vous a fait peur? Je sais pas, moi. Ben, un peu, ouais, ouais, ouais. Bah d'abord, bah par exemple, ça, à des moments, je me suis dit, mais si c'est moi, je suis vraiment faiblarde, quoi. À des moments, je me suis dit, bah, je suis vraiment une pauvre petite victime, quoi. Je suis vraiment une pauvre petite chose. C'est ça qui me plaisait pas d'ailleurs. C'est pas, et pas uniquement parce que je ne me reconnaissais pas là-dedans, mais parce que je voulais pas du tout qu'il y ait ce truc un peu génial. Je voulais surtout pas qu'il y ait un truc génial dans mon livre. Je voulais au contraire des personnages flamboyants et tout ça. Mais oui, parfois, je me suis dit, si c'est vraiment mon miroir. Donc, je suis allée chercher loin. Effectivement, je me suis interrogée beaucoup sur les raisons pour lesquelles il y avait effectivement cette espèce de souffrance. C'est vrai, il y a une grande douleur, mais là, je parle pour moi, c'est pas le cas de tous les acteurs, hein, mais beaucoup d'acteurs quand même enfin, éprouvent cette douleur à n'être pas toujours, comment dire, exploité totalement, en totalité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais finalement, quand on est acteur, on choisit ce métier en pensant qu'une grande part de notre créativité va pouvoir s'exprimer, etc. C'est parfois vrai, mais assez souvent, c'est c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en face de vous, il y a un metteur en scène. Devant vos yeux, il y a un texte. Vous avez des partenaires en face. Il y a tout un tas d'éléments qui font que votre créativité, bah, elle est rognée et rognée de plus en plus et tout ça. Et voilà. Et je ne suis pas. C'est difficile pour un acteur. Il y a des acteurs qui se contentent de ça, d'être cette espèce de passeur. Ils s'adaptent. Il y en a plein, fort heureusement. Mais je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui sentent cette douleur à n'être pas finalement vus comme ils pensent qu'ils sont. Et ça, je crois que ça n'est pas possible tant qu'on ne fait pas ses propres projets, en fait. C'est plus compliqué d'être dirigé par un éditeur ou par un metteur en scène? Euh, Par un metteur en scène. Pourquoi? Parce que c'est plus cash. Est-ce que c'était plus facile d'entendre? Bon, ben ça, non, je le raye. Oh, là, c'est trop long. Sujet, verbe, j'exagère. Hein. Sujet, verbe, complément, ça suffit. Alors que quand on te dit non, t'es mauvaise, ça peut arriver. C'est Ouais. quoi? C'est beaucoup plus doux. Bah, Hein. bah, bah d'abord, moi, alors, c'est mon premier roman, hein, donc si ça se trouve, pour le deuxième, elle me fera zéro cadeau. Mais là, mon éditrice, je l'ai sentie vraiment très, très avec moi. Enfin, je crois voilà, elle aimait le livre, donc elle était très, très douce. Et puis, je crois que dès que je lui ai proposé les interviews de France Culture, qui n'étaient pas dans la première version, elle a été comme vous, elle a beaucoup aimé ça, cette partie-là. Donc, je crois que je l'ai surprise aussi. D'ailleurs, je me suis surprise moi-même. Hein, je ne m'attendais pas du tout à faire ce truc-là. Je sais pas, c'est venu tout à coup et ça m'a tellement amusée que je l'ai beaucoup développé. Euh, mais, euh, mais finalement, il y a une part dans l'écriture qui est aussi de la technique. Enfin, et puis moi, je démarre, je connais pas du tout. Enfin, donc je n'ai jamais mal pris euh, les retours qui pouvaient parfois être un peu durs, avec lesquels parfois il m'est arrivé de ne pas être tout à fait d'accord, mais la plupart du temps, je l'étais. Et surtout, j'écoutais parce qu'en fait, moi, je n'en sais rien. Maintenant, je pense que je suis davantage armée pour être ma propre lectrice pour le prochain, mais sur celui-ci, je ne l'étais pas du tout. D'ailleurs, au tout début, quand j'avais à la fois conscience que j'étais allée au bout de mon manuscrit, j'étais allée au bout d'une histoire, mais dès que je me commençais à me relire, je comprenais rien. Je me disais, mais de quoi je parle? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
mais quelle est cette histoire? Parce que voilà, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et il a fallu que je fasse ce travail pas seule, quoi. Il fallait absolument que je sois accompagnée. Et alors que quand on est sur scène, c'est nous, hein. C'est Mmh. pas. Évident. Mmh. Et donc, bien sûr, il y a dans le jeu aussi un certain aspect technique qui intervient, mais pas beaucoup. C'est quand même, on est la personne, c'est nous qui, tout à coup, sommes le personnage. C'est ce que je disais, c'est pas. Il y a pas de différence entre la personne qu'on est et le personnage qui, tout à coup, existe sur le plateau. On vous a choisi, vous, pour être le personnage. Donc, vous êtes ce personnage. Donc, si ça ne va pas, c'est que vous faites, enfin, je sais pas comment dire, il y a un truc, c'est vous qui êtes mis en cause, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus douloureux. Et vous avez trouvé le temps d'écrire, malgré votre emploi du temps de comédienne qui doit être chargé, vous avez eu le temps d'écrire un roman. Euh, et ben, je l'ai, il m'a été apporté sur un plateau, comme à beaucoup de gens, le confinement. Ah ben oui, ouais, Voilà. ça aide. Mais ça faisait un petit moment que ça faisait un petit moment que j'étais très, très, très tiraillée par cette envie. Enfin, au-delà de ça, même. En fait, je m'étais mise les mois qui avaient précédé le confinement à refuser absolument tout ce qu'on me proposait parce que j'avais envie d'écrire, je voulais écrire. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, je me serais arrangée pour ménager du temps pour ça. Je vais vous laisser entre les mains de Frédéric et des lecteurs. L'occasion fait le larron. Et puis vous êtes le contre-exemple, puisqu'on a dit qu'on ne voulait pas les bouquins qui avaient été écrits pendant le confinement, les éditeurs n'en voulaient pas. Mais cela dit, ça n'a rien à voir, puisque ce n'est pas votre journal de confinement qu'on a eu. Non, Mais, d'une part, et puis en plus, c'était, en l'occurrence, c'est en partie un travail que j'avais amorcé quand même longtemps avant, sur mon père et tout ça, et puis qui s'est prolongé bien après. alors, moi, il y a une chose qui me surprend dans ce que vous dites. Quand j'entends évidemment cette envie de ne pas être celle qui dit le texte des autres et de dire son texte, mais pourquoi un roman plutôt qu'une pièce de théâtre? Alors, eh ben parce que la question s'était posée, en fait, et encouragée aussi par mes amis, que ça amusait beaucoup de m'entendre imiter mon père. Ils me disaient, tu devrais faire un spectacle sur ton père, un peu comme le fait Cobert quand il est Claudine sur le plateau, ben on la voit, la mère, s'il n'y a aucun problème, et il n'a pas besoin, lui, d'être là, Ferdinand, en tant que Ferdinand, pour qu'on voit aussi Ferdinand. Donc ça, c'est super comme dispositif, et vraiment, j'ai essayé ça. Et en fait, ça ne marchait pas et je crois que j'ai compris d'abord parce que je crois que je ne serais pas parvenue à écrire quelque chose pour le théâtre euh, qui inclut un autre personnage que mon père. Et en même temps, ça ne m'intéressait pas de n'écrire que sur mon père. Je voulais que ça rencontre autre chose qui soit un sujet fort pour moi aussi, c'est-à-dire quelque chose qui, à un moment donné, percute ma propre expérience de moi, Rachel. Et par ailleurs, je crois que pour dire un certain nombre de choses, j'avais besoin de la cachette, de ce qui... j'avais besoin du contraire de la scène, en fait. Oui. Aujourd'hui, peut-être, je pourrais adapter ce roman. J'allais vous le demander. Peut-être. Peut-être, voilà, on m'en a parlé l'autre jour, un metteur en scène et auteur qui a lu le livre. Il m'a dit, mais tu songes à une adaptation parce que ça serait super au théâtre aussi. Et je me suis posé la question, je ne sais pas du tout si je le ferai, mais en tout cas, pour écrire et pour écrire ce que j'avais à dire, pour exprimer absolument tout ce que je voulais, et tout n'est pas encore dit, donc il y en aura d'autres pour que je continue à dire ce que j'ai à dire, mais pour dire en tout cas certaines choses qui me tenaient à cœur, il me fallait cet endroit-là qui est la planque quoi, de la littérature, qu'on n'a pas, c'est pas du tout les mêmes, on n'écrit pas pareil pour le théâtre, je sais, puisque j'écris pour le théâtre, le théâtre, on l'écrit justement en vue d'être dit, Joué et dit. Oui. par des gens sur un plateau en pleine lumière. Moi, c'est pas du tout, ça n'a pas été, même si les personnages le sont Même théâtre. si les dialogues sont très bons. Voilà.
Ça prolonge d'ailleurs une question qui vient de Delphine et qui dit c'est un roman très cinématographique. Est-ce que vous imaginez le roman en adaptation au cinéma? Est-ce que vous aimeriez l'adapter vous ou que quelqu'un d'autre l'adapte? Pour le cinéma, je crois que je ne l'adapterai pas moi. Enfin, je dis ça et en même temps, tout à coup, pourquoi pas? Delphine, Oui. très bonne idée. Non, je ne sais pas. Effectivement, il est, paraît-il, cinématographique. Moi, je me rends pas du tout compte. Je m'en rends pas du tout compte de ça. Alors, je pourrais, si on me proposait de, je pourrais y réfléchir. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous dit au théâtre, c'est ce que détestent les auteurs, c'est que les mots sont des valises. Alors nous, évidemment, quand on écrit, on aime bien qu'on soit responsable de tout. Mais effectivement, si vous mettez une intention dans un mot, vous pouvez en faire autre chose. Mais il faut que les valises soient bonnes quand même. Les mots sont des valises. Oui. J'adore, je ne connais pas cette expression. Mon prof de théâtre disait ça, et Ah, mais metteur ça, en scène. ouais. Mais c'est drôle, ça, parce que en même temps, quand vous avez dit ça, cette expression, j'ai vu des mots aussi qui pesaient lourd. Et pas uniquement des mots dans lesquels on met une intention, l'intention qu'on veut, qu'on remplit de ce qu'on souhaite, mais aussi que ça pèse un certain Les valises sont lourdes. Quand vous dites à quelqu'un tu es gros, tu es vaste, vous lui dites pas la même chose. Non. Quelle que soit Super image, l'intention. j'adore ça, c'est vachement bien, les mots sont des valises. Et donc, En général, les auteurs n'aiment pas qu'on leur dise ça. Ah oui. Mais évidemment, mais c'est une vérité. Si je vous dis, ma petite Rachel, je vous trouve charmante, forcément, vous n'entendez pas vraiment ce que j'ai dit. Non, je peux me vexer si vous me dites ça. C'est ça. Alors, il y a une fidèle de l'émission qui nous demande, avez-vous aussi conçu ce livre en hommage à votre père? Bien sûr. Ah oui. Oui, bien sûr, c'était aussi un geste d'amour, quoi. D'amour et d'hommage, absolument, c'est le bon mot aussi. Parce que voilà, je trouve merveilleux qu'un homme ait été habité à ce point par sa foi artistique, enfin, et jusqu'au bout, alors même que à la fin, voilà, par période, ça a été très difficile même de manger. Moi, j'ai pas connu des périodes aussi maigres quand j'étais enfant pour diverses raisons, mais je sais que parfois c'était compliqué quoi de s'acheter à manger. Et là, je suis plongée parce qu'on prépare une exposition de mon père qui va avoir lieu à la piscine, au musée de la piscine à Roubaix. Je suis plongée dans ses archives et je lis des correspondances entre lui et son cousin notamment. Il écrivait à part les correspondances, oui. Ouais, bon, alors d'abord, il est d'une époque où on s'écrit, donc il y a énormément de correspondances, mais il était très proche de ce cousin Georges Canetti, qui était médecin, et donc il s'écrivait énormément, ils étaient très amis. Mais par ailleurs, il a écrit une autobiographie, il a écrit beaucoup de textes sur la peinture, il a écrit des nouvelles. Vous êtes servi de cette autobiographie? Pardon? Vous avez relu cette autobiographie pour faire Je ne l'ai pas relue, non. D'abord, je ne l'ai jamais lu en entier. Parce que c'est pas si simple en fait de lire un truc comme ça. En plus, ça n'a, enfin, si ça en avait, je sais pas si c'est très réussi. Je sais pas si ça avait vraiment une prétention littéraire. Donc, mais bon, voilà. En tout cas, non, je l'ai pas relu. En revanche, ce que je trouve hyper émouvant dans la correspondance qu'il a, donc soit avec des amis, soit avec ce cousin, etc. C'est ça, c'est tout à coup, il a 30 ans et il est obligé de tout à coup de faire un peu de brocante pour gagner 3 sous parce que sinon il peut même pas acheter son châssis ou ses couleurs. Et puis tout à coup, il vend un tableau, donc il est remonté à bloc. Et puis après, il est au fond du gouffre parce qu'il n'y arrive plus et il y croit plus. Et puis finalement, 2 jours après, de nouveau, tout à coup, quelque chose, un coucher de soleil magnifique, le réveil, enfin voilà, ça me
je trouve que c'est admirable, en fait, quand on est un créateur. C'est aussi ce qui m'interrogeait, moi, c'était où ça se passe et est-ce que ça peut se passer, notamment du monde dans lequel on vit et qui est un monde marchand, quoi, enfin, où Cruel. tout est devenu cruel et où Si vous lisez la correspondance qui est sortie il y a quelques années, c'est la correspondance des écrivains avec leurs parents, ils passent la moitié de leurs lettres à demander du fric. Hein. ben voilà. Et pourtant, il continue à écrire. C'est merveilleux en même temps. Non, mais effectivement, c'est extrêmement cruel. C'est la scène que décrivait tout à l'heure, dont parlait tout à l'heure Nathalie. Tu n'as pas de nom. Le monde s'achète et se vend. Ce qui ne se vend pas n'existe pas. Tu n'as pas de nom. Voilà. Alors, vous avez un nom. Ouais. Il y a des acteurs qui ont dans votre famille qu'on connaît. Et est-ce que ce nom est un bagage joyeux et bondissant ou est-ce que c'est un emmerdement de plus? Les noms, ce sont des valises. Oui, ça a été non, mais maintenant ça va mieux. Enfin, ça va mieux. C'est pas du tout un nom honteux, hein, bien au contraire. Mais quand j'ai commencé, systématiquement, on me posait la question de mon lien à mes frères et sœurs, voilà. Maintenant, ça n'arrive plus. D'abord parce que les gens le savent, et ensuite parce qu'une génération chasse l'autre, quand même. Donc, on sent une petite revanche là, quand même. c'est pas vrai en plus. Enfin, honnêtement, c'est pas du tout de cet ordre. Non, parce que les gens le sachent et puis les gens s'en fichent en fait à un moment donné. Moi, je travaille beaucoup. Alors, je suis pas du tout connue évidemment comme mes frères et sœurs, mais vous avez joué sa fille quand même. Ouais. C'est vrai. J'ai joué une adaptation d'un livre. Ce sont des livres. Le sang des vignes, de la vigne, ce sont des livres à la base. Hein. C'est vrai. J'ai joué sa fille. Et on pourrait tout à fait faire d'autres choses ensemble. Ouais. Vous avez aimé jouer ensemble? C'était difficile. C'était très troublant parce que il y a une scène où j'ai eu, après un accident de voiture, où je suis à l'hôpital, très amochée, et il vient me voir. Et honnêtement, je voyais mon père. Et puis, c'est pas seulement qu'il se ressemblait physiquement, mais dans le regard, dans l'attention portée à l'autre et tout ça, il y avait quelque chose qui était extrêmement troublant pour moi. Et d'ailleurs, on pleurait tous les deux. Enfin, et en fait, c'était troublant, voire dérangeant ce frottement avec la réalité, quoi. Ouais. Tout à coup, c'était trop vrai. Même si vous n'étiez pas à la même place, forcément. Voilà. Alors, il n'y a plus de questions chez nos internautes, mais il y a quand même une question qui se pose. C'est une fois que vous avez fait ça, c'est super, c'est le premier roman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a deuxième roman? Et si vous retournez jouer, qu'est-ce que ce roman vous a appris sur le jeu d'acteur? Sur le jeu d'acteur, je ne sais pas. Vous avez pris le pouvoir avec le stylo. Ouais. Sur ma place d'actrice, je sais. Oui. Ah. Je crois que je ne pourrais plus faire des choses qui me remplissent pas autant. Alors, ça ne remplit pas de la même façon parce que quand on est acteur, on reste quand même au service d'un projet, mais ça veut dire quand même un peu que, par exemple, je ne vais faire que des choses qui me passionnent ou que j'ai écrites, ce qui est le cas du prochain projet que je fais, qui est une pièce que j'ai coécrite avec la même amie avec laquelle j'ai adapté Songe à la douceur. Et qu'on crée là. Non, ça veut dire ça veut dire que en fait, je sais maintenant que le pouvoir, je peux le prendre. Le pouvoir, je peux le prendre, et que si j'arrive pas à le prendre de la façon que je veux sur scène, mais je crois que ça va quand même arriver parce que je vais créer quelque chose pour moi, sans doute. Et je recommencerai à écrire. Mais enfin, et même sans ça,
de toute façon, j'ai des choses en cours. Vous allez avoir le pouvoir parce qu'on va vous demander votre conseil lecture. Ah d'accord, très bien. Alors, le conseil lecture, c'est un livre que j'ai découvert 10 ans après sa sortie. J'avais essayé de le lire quand il est sorti et je n'étais pas arrivée. C'est Carou de Steve Tessich qui raconte l'histoire d'un... Pardon ? C'est génial ce livre, moi j'ai adoré aussi. Absolument génial. Ça raconte l'histoire donc de ce scénariste star d'Hollywood qui un jour se voit proposer d'améliorer. Il est script doctor, c'est-à-dire donc il écrit des scénarios et puis il corrige les scénarios des autres. Et là, on lui propose de corriger le dernier film d'un immense réalisateur qui va bientôt mourir. C'est son dernier film et le producteur lui dit « c'est un navet, c'est épouvantable, il a fait n'importe quoi, vois ce que tu peux faire, je t'envoie toutes les rushs, débrouille-toi ». Et là, est-ce que je peux raconter un tout petit peu ? Oui, allez-y. Pas trop, mais... Pas trop parce qu'on est en fin d'émission. Très bien. Alors, je vais dire juste une chose, c'est que cet homme qui est un moment de bascule, lui aussi, dans son existence, lui qui est un alcoolique patenté ne ressent plus l'ivresse, ce qui est en fait symboliquement, voilà, il n'a plus de désir pour rien, plus rien ne l'intéresse. Se voit donc confier ce projet et il va, pour une raison que je ne dévoile donc pas, devoir trancher entre saboter ce qu'il considère en réalité comme un chef-d'œuvre ou contenter une femme dont il tombe amoureux. Voilà. Magnifique. Il se retrouve face à ce dilemme et en fait, moi, ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que ça soulève des questions qui sont que moi, j'essaye de soulever également très modestement dans mon livre et qui sont qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui peut s'acheter encore et se marchander et qu'est-ce qui ne le sera jamais. Ben, voilà, c'est aussi tout ça que ça parcourt comme... c'est à la fois très drôle, tragique, très beau et sublimement construit. Formidable. Disponible aux éditions Point. Moi, je vous engage à aller en librairie dès demain matin ou directement sur le clic pour acheter le livre de Rachel Arditi qui s'appelle « J'ai tout dans ma tête » et qui est sorti aux éditions Flammarion. Un grand merci, Rachel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et puis, rendez-vous demain à 19h avec Sophie Bouters qui a sorti un terrible livre qui s'appelle Célestine aux éditions Hervé Chopin. Bonne soirée à vous, Rachel. Et à très vite. Merci Nathalie, merci Frédéric. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.